La France de Natacha Polony, le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour Natacha. Bonjour Patrick. Alors Édouard Philippe a donc présenté hier son fameux plan, un plan qui cible notamment les réseaux sociaux. Endiguer le torrent de boue, c'est l'expression qu'a employé le Premier ministre, et de fait, tout le monde aura remarqué que plus on traque les dérapages dans les médias, enquête presque obsessionnelle d'un soupçon de racisme dans les propos des gens, plus les réseaux sociaux, eux, peuvent laisser déferler des monstruosités faites de haine, de diabolisation de l'autre, de celui qui ne pense pas comme soi. Le gouvernement a donc mis en place un groupe de travail qui doit préparer un texte de loi permettant de faire retirer immédiatement les contenus incriminés et de mettre en cause les plateformes qui abritent complaisamment ces contenus. Mais il ne faut pas s'imaginer que traiter le symptôme, fermer la plaie purulente, ça suffira à purger l'abcès. Mais il est où l'abcès ? Le sentiment d'impunité que donne l'anonymat réveille en fait les pulsions les plus ignobles. Mais l'enjeu, c'est de comprendre comment de telles pulsions peuvent exister au sein d'un peuple et ce qu'elles révèlent des tensions qui parcourent la société. Le problème, ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est la haine qui se développe et que nourrissent des individus qui pourtant devraient partager un destin commun. Quelque chose s'est brisé qui s'appelle la communauté politique, la nation. Il n'y a plus que des individus pétris de haine pour quiconque ne pense pas comme eux, d'autres pétris de ressentiment et persuadés que l'ensemble de la société a une dette inexpiable envers eux. La question, c'est de savoir comment on répare une communauté malade, comment on construit une mémoire et un projet commun. Sans ça, contrôler les réseaux sociaux, mettre un couvercle sur une marmite bouillonnante, ça ne changera rien. Oui, alors le gouvernement étudie aussi la loi britannique dans laquelle c'est la victime qui qualifie les faits de racistes. Est-ce que c'est vraiment une piste ? Dans un contexte de ressentiment généralisé où des associations et des groupes d'influence persuadent certains que c'est la République elle-même qui discrimine et que la laïcité à la française est raciste, islamophobe ou tout ce qu'on veut, se fonder essentiellement sur le ressenti des victimes, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Ça signifie tout simplement qu'on entre dans une tyrannie des minorités et des individus où la susceptibilité, la subjectivité de chacun doivent s'imposer à la société dans son ensemble. Aucune vie en commun n'est possible sous ce régime. Oui. Merci Natacha Polony donc sur ce plan contre le racisme et l'antisémitisme, et à demain Natacha. À demain. Guénaud, donc la journée de la francophonie, ça vous inspire, Henri Guénaud ? Ça m'inspire une grande espérance et en même temps un grand scepticisme. Attention, vous allez faire du Emmanuel Macron là en même temps. Mais on peut avoir de temps en temps deux sentiments mitigés. Ce n'est pas vrai. La même chose que de mener deux actions contradictoires en même temps, Oui. ou de tenir deux discours contraires en même temps. Oui. L'espérance, c'est qu'on continue de vouloir promouvoir la francophonie, qu'on continue d'en faire un sujet politique, d'en faire une journée, continue d'avoir une association de la francophonie, enfin une organisation internationale, dont le siège est à Paris. L'espoir, c'est que il y a beaucoup de gens, malgré tous les obstacles, qui dans le monde continuent de pratiquer le français. On compte aujourd'hui, si on fait la somme de tous les pays dans lesquels le français est soit langue officielle, soit co-officielle, soit en tout cas couramment parlé, ces pays représentent plus de 500 millions d'habitants. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous les habitants de ces pays parlent le français, mais les Français dans lesquels, les pays dans lesquels le français est couramment parlé ont une population de plus de 500 millions d'habitants. On pense qu'ils seront plus d'1 milliard en 2050, notamment à cause de la démographie africaine. C'est la quatrième langue parlée au monde, donc ça n'est pas rien pour un pays comme la France de 60 millions d'habitants. Ça tient à son histoire, ça tient au rayonnement de sa culture. Ça c'est l'aspect positif. Voilà, on va dire que il y a de l'espoir parce que malgré tout, encore une fois, malgré l'économie, malgré l'anglais, malgré les nationalismes linguistiques qui se réveillent, bien, on parle encore le français, et c'est presque aujourd'hui considéré par beaucoup comme une forme de liberté. C'est par rapport à la mondialisation, par rapport à l'uniformisation du monde. Bon, ce qui est plus
plus inquiétant, c'est d'abord le réveil à l'intérieur même de notre pays de revendications linguistiques qui viennent perturber l'unité linguistique française. Je pense au régionalisme linguistique en particulier. Ils sont de plus en plus durs, de plus en plus hargneux même. Il suffit d'écouter un certain nombre de gens. Le deuxième sujet d'inquiétude, c'est que la langue se défait. Elle se défait parce que l'école ne remplit plus tout à fait son rôle. On n'accorde plus assez d'importance à cette question. On en accorde beaucoup à l'apprentissage des langues étrangères. On pourrait peut-être en accorder beaucoup plus à la langue elle-même. C'est-à-dire que la France ne montre pas l'exemple, au fond, dans sa façon, dans son école, dans son université, dans sa recherche. Moi, j'ai assisté à des présentations de scientifiques, par exemple, devant des publics pour l'essentiel francophones, en anglais. Donc le chercheur français, payé par des crédits français, qui vient devant des chercheurs et des étudiants pour l'essentiel francophone, faisant ces présentations en anglais. On pourrait peut-être demander aux chercheurs de publier, certes en anglais, qui est la langue universelle de la science aujourd'hui, en même temps de publier en français. Enfin, le dernier sujet d'inquiétude, qui n'est pas le moindre, c'est l'attitude de nos propres élites dirigeantes, de nos propres gouvernants. Moi, je trouve, alors pour le coup, en même temps me pose un problème, c'est qu'on peut faire une journée de la francophonie, aller faire un discours à Villers-Cotterêts, et puis s'adresser dans ses voyages officiels à ceux que l'on visite, aux étudiants en particulier, en anglais, quand on est président de la République française. Eh bien, c'est un peu dommage. Voilà. Quand les ministres, au lieu de s'exprimer en français dans leur manifestation officielle, s'expriment en anglais, eh bien, ils ne rendent pas service à la francophonie. Il faut enfin savoir ce que nous voulons. C'est absolument essentiel pour la liberté du monde et c'est essentiel pour notre rayonnement et notre influence dans le monde. Est-ce que oui ou non, nous sommes décidés à en faire vraiment une priorité? Merci Henri Guénaud. Le financement par la Libye, le financement suspecté évidemment, et Nicolas Sarkozy qui est en garde à vue depuis quelques heures. Michael Darmon, Christophe Bordet et Henri Guénaud. Oui, il s'agit du financement de la campagne de 2007. Dès 2005, il y a des rencontres, on va dire, pour résumer, entre guillemets, entre des émissaires et puis la Libye et puis Kadhafi. Enfin bon, on va pas refaire toute l'histoire. Moi, ce que je crois simplement, c'est que dans cette affaire Sarkozy, dont on parle depuis un petit moment, il faut un moment quand même que la justice fasse son travail, que la justice passe une fois pour toutes, parce que ce que l'on attend d'elle, c'est ça. Et bon, voilà, je sais bien qu'on va nous dire que ces juges de gauche, rappelez-vous, le mur des cons, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy. Ces juges de gauche s'acharnent et vont continuer de s'acharner, mais il y a un moment où il faut bien qu'on ait des réponses une fois pour toutes sur des millions d'euros supposés qui, c'est vrai, pour l'instant, n'ont pas été trouvés, mais c'est tout l'objet de tout ça, justement, c'est d'essayer d'avoir des réponses. Donc voilà, moi je pense simplement que la justice doit faire son boulot par rapport à cette affaire, et puis adviendra ce qui adviendra, voilà. Moi, je serais quand même un peu moins, je dirais, nonchalant que vous dans cette affaire, parce que d'abord, on va s'arrêter sur l'information. Un ancien président de la République mis en garde à vue, c'est pas banal, c'est pas non, anodin. c'est pas banal. Donc déjà, en termes de justice qui travaille, en tout cas de police qui enquête, on a quelque chose. C'est tangible. L'autre aspect, c'est qu'au fond, on a le sentiment, lorsqu'on voit bien que les juges mettent depuis des années un peu les pièces les unes à côté des autres, c'est une affaire extrêmement complexe, mais ils tentent de recomposer un tableau qui part donc de promesses trouvées chez un ancien ex-premier ministre libyen retrouvé mort dans le Danube en 2012, avec une promesse de 50 millions d'euros qui avait été faite à Nicolas Sarkozy, mais promesse authentifiée par la justice, mais dont jamais personne n'a su si elle avait effectivement été versée ou pas. Et puis là, on les a pas trouvés en tout cas. Et puis là, une flopée d'intermédiaires, plus ou moins donc sulfureux, qui vont de Takedine à Alexandre Jouri, qui ont tourné autour du pouvoir depuis des années. Tout cela fait effectivement les ingrédients d'une affaire qui peut en permanence exciter l'envie des juges et l'imagination du public. J'ai l'impression quand même que chaque génération ayant cela, on assiste au fond à la nouvelle affaire des frégates. Vous savez, ce dossier impossible. Oui, bien sûr.
ce dossier Taïwan. impossible, les frégates de Taïwan à l'époque, avec les supposées rétrocommissions qui avaient également financé ou qui auraient financé la campagne. À l'époque, c'était Balladur. Et donc, en fond, chaque génération de présidents ou de présidentiables a son affaire impossible à gérer parce que, quelque part, il faut en permanence démontrer que tout cela se fait sur fond de corruption. C'est difficile de savoir effectivement où l'on va dans cette affaire. On comprend effectivement qu'il y a une volonté des juges de ne pas arrêter les enquêtes. Il y a en cela également des journalistes qui poursuivent l'enquête en permanence. On sait que les 2 journalistes de Mediapart qui ont publié un livre sur qui s'appelle Avec les compléments du guide, qui retrace 6 ans d'enquête, sont dans un dossier aussi. Ils ne sont pas spécialement à droite ni pro-Sarkozy, voilà. Non, mais ils sont dans un dossier, ce que je suis en train de dire, effectivement, à charge. Il n'empêche que ça frappe l'imagination, ça frappe aujourd'hui l'opinion. Un ancien président mis en garde à vue dans cette affaire-là, cela signifie que voilà, on ne sait pas si ça va déboucher, mais on sent bien qu'il y a une envie d'accélérer la procédure. Est-ce que c'est la raison tient au fait qu'un des intermédiaires actuellement, Alexandre Djouri, se trouve à Londres dans un état de santé extrêmement fragile et même craint pour sa vie. Qu'est-ce qu'il a Il a atteint une grave maladie du cœur et est actuellement en situation très compliquée. Ouais. Il est considéré par les juges comme une des pièces clés du dossier. Est-ce que c'est cela qui amène les juges à accélérer la procédure? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'effectivement, il y a un travail permanent sur ce dossier-là et on verra si un jour ça aboutit. Alors bon, c'était donc pour le financement de la campagne en 2007, c'est ça. Depuis Henri Guénaud, les comptes avaient été validés de cette campagne de 2007, non ? Et oui, les comptes de la campagne 2007 ont été validés par le Conseil constitutionnel. Ils ont ensuite été épluchés et regardés sous toutes les coutures par le fameux juge Gentil, au moment de la... au moment de l'affaire de Madame Bettencourt, oui, bien sûr. Qui s'est conclue par un non-lieu. Donc on en est à la 3e enquête sur les comptes, qui ont déjà été jugés. On cherche toujours les dizaines de millions d'euros qui soi-disant ont été versés par Kadhafi. Bon, moi je connais pas les méandres du dossier, mais tout ça est quand même un peu étrange. Je trouve que lorsqu'on décide, je l'avais déjà dit en termes un peu brutaux, quand le juge Gentil avait mis Nicolas Sarkozy en examen dans l'affaire Bettencourt, encore une fois avant, quelques semaines plus tard, sans qu'il y ait eu de nouveaux actes d'instruction, avant de déclarer un non-lieu. Mettre un ancien président de la République en examen ou en garde à vue, ça n'est pas anodin, comme on le disait tout à l'heure, mais pas anodin du tout, parce que, qu'on le veuille ou non, on n'arrête pas de répéter que c'est un citoyen comme un autre, d'une certaine façon oui, et d'une autre non. Ça touche forcément les institutions. Ça abîme le prestige de l'institution et l'autorité de l'État, qu'on le veuille ou non. Donc, je suis pas sûr que les Français entendent ça, mais bon. Mais ça m'est égal qu'il entend et qu'il n'entend pas. Non, c'est c'est mon avis. Bien sûr. Et c'est l'enseignement de l'histoire. Et ça ne rend service à personne quand c'est fait sans discernement. Donc il faut un discernement. Depuis le temps qu'ils enquêtent, il faut un discernement beaucoup plus grand dans ce cas. Voilà, un discernement avant de pratiquer ces actes d'instruction. Deuxièmement, un juge d'instruction en France, ça instruit à charge et à décharge. Et on voit bien que nous avons malgré tout un problème. Il y a un problème de climat en France avec la justice et la politique. Les juges de entre la justice, les juges, les Français, ou entre Nicolas Sarkozy qui avait quand même l'intention de les supprimer, les juges d'instruction. On a le sentiment que jamais ils n'oublieront cette volonté-là et qu'ils veulent à chaque fois se venger. Donc il y a aussi un comportement d'un ancien président maintenant qui a eu des mots, on s'en souvient, les petits pois, les magistrats, les juges, on va les supprimer, ceci, cela, qui aujourd'hui a instruit aussi une espèce de colère permanente, en tout cas qui ne veut pas s'éteindre de la part de certains juges à l'égard donc de Nicolas Sarkozy. Il y a également, on se souvient également de ce qui avait
frappé l'imagination, hein, souvenez-vous, quand même, comment on avait reçu Kadhafi en début du quinquennat. Vous étiez à l'époque conseiller de Nicolas Sarkozy, en grande pompe, avec l'installation à l'hôtel Marigny, de sa tante, de sa suite, très bien, et de tout le folklore kadhafien, parce qu'à l'époque, il était le nec plus ultra et celui qui allait régler les problèmes de la région. Bon, on a bien vu que de remarques. Là, il y a eu beaucoup de changements. Deux remarques à ça sur la réception de Kadhafi. D'abord, Kadhafi, à l'époque, était en train de réintégrer la communauté internationale. La France y avait beaucoup joué. Il nous a beaucoup aidé à une époque pour les infirmières bulgares, pour les infirmières bulgares, mais aussi pour combattre le terrorisme. Voilà, c'était une bonne chose que la Libye de Kadhafi revienne dans la communauté internationale et coopère, notamment sur les affaires de terrorisme. Bon, on l'a reçu tel qu'il était. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Le personnage était extravagant. Bon, on a mis une tente dans le jardin de Marigny parce qu'il préférait coucher sous une tente. La belle affaire. Bon. Ah oui, la belle affaire, justement. Oui. Non, mais franchement, il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. Hein, allez, on va regarder du côté du Standard comment on réagit, hein, puisque nous sommes ensemble sur Sud Radio. Juste une remarque, j'espère que vous avez tort, Michael Darmon, sur l'histoire de la vengeance des juges, parce que les juges ne sont pas là pour... J'espère que vous avez tort, parce que ça serait très grave. On entend tellement de choses du côté des juges à l'égard de Nicolas Sarkozy, ce serait très grave. La question est fondée. Ce serait très grave. Les juges ne sont pas là pour se venger. Oui. Mathieu est avec nous, hein, c'est ça, Sophie. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Sud Radio. Voilà, moi justement je vais poser une question. Oui. Okay, cette histoire de la Libye. Oui. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu la guerre en Libye. Donc si notre ex-président se trouve en garde à vue, c'est qu'il y a une raison. Donc moi, la question qui me frappe aujourd'hui, parlons clair, hein, okay? Ce qui me frappe aujourd'hui, pourquoi il y a eu cette guerre en Libye? Ça fait un. De deux, si c'est avéré qu'il a reçu de l'argent de la Libye, pourquoi est-ce que les Occidentaux, aujourd'hui, les pays développés, ils ne se retrouvent pas là et quand il y a un crime de guerre, il y a ce genre de trucs, hein, qu'il y a des guerres qui ne sont pas justifiées et que eux, les pays pauvres, ils se retrouvent à la haie, ils sont jugés tels que... Il y a Sarkozy, il y a Tony Blair, il y a George Bush, vous voyez tout ça. Ceux-là, ils ne se retrouvent pas à la haie, mais les pays plus pauvres, on les voit facilement à la haie, comme les Babou, les gens comme ça. Voilà, donc c'est la question que je vais me poser vraiment. Alors, Henri Guénaud va vous répondre pourquoi il y a eu la guerre, effectivement. Il y a eu la guerre parce que Kadhafi menaçait de massacrer une partie de sa population. Alors on dirait que c'était pas nos affaires, mais quand vous recevez l'opposition libyenne qui vous explique, et nous savions parfaitement que c'était vrai, que Kadhafi entoure Benghazi où il y a 1 million de personnes et va massacrer le plus de gens possible, bien, le président de la République, il est en face de sa conscience. Voilà, sa conscience, à tort ou à raison, lui a dicté. Et d'un philosophe intellectuel parisien qui lui dit qu'il faut y aller. Non, c'était pas. Moi, j'étais présent à cette réunion. C'est pas le philosophe intellectuel parisien qui a joué un rôle. Il a amené simplement les représentants de l'opposition libyenne. Et ensuite, ça n'est pas la France seule qui a décidé. Hein, je le rappelle, il a fallu plusieurs mois encore pour que la décision soit prise. Elle a été prise collectivement et la coalition internationale est intervenue pour empêcher, à tort ou à raison encore une fois, on pourrait en discuter, mais Monsieur Kadhafi de massacrer la moitié de sa population. Et voilà. On voit où en est la Libye aujourd'hui. Merci.